Chapitre 5. Préparer son évasion. Lorsque l'on divorce d'un manipulateur, on ne peut se permettre aucun faux pas, aucune approximation. Une erreur de jugement peut avoir des conséquences fâcheuses pour vous et pour vos enfants. Il n'est que temps de faire face à la situation avec réalisme et bon sens. Ne faites plus semblant de croire que votre conjoint va être d'accord pour divorcer et que tout va pouvoir se passer normalement entre gens raisonnables. Un manipulateur est un être irrationnel, capable de se tirer une balle dans le pied s'il a l'espoir qu'elle vous atteigne. Il est capable de créer sa propre faillite pour ne rien vous laisser. Il ne souhaite pas que les choses se passent bien. Au contraire, il fera tout pour envenimer la situation. Émotionnellement, un manipulateur ne sera jamais prêt à la rupture. Vous lui appartenez et il est hors de question qu'il perde un objet aussi fonctionnel. Mais bizarrement, sur le plan matériel et juridique, il est prêt depuis le premier jour de votre rencontre. Au cours de la séparation, la victime aura tout loisir de découvrir à quel point son manipulateur a verrouillé le système dès le départ. Quelle souffrance de découvrir que dès le commencement, alors qu'il roucoulait son amour, il calculait déjà en parallèle comment la rouler dans la farine le jour de la séparation. Vous le savez maintenant, chez les manipulateurs, la gentillesse est toujours calculée et ne sert qu'à endormir. Par exemple, dès les débuts, il a fait en sorte que le bail soit à son nom ainsi que toutes les factures nobles, gaz, électricité, téléphone, internet, assurance et mutuelle, etc. Qu'il pourra produire en justice pour le prouver qu'il payait tout. Les plus cyniques se débrouillent pour faire payer ces factures à leur moitié sans qu'elles puissent le prouver puisqu'elles sont à son nom. Et les autres charges qui passent pour des broutilles en justice lui restent dévolues. À elle, la caution solidaire, les prêts à la consommation, les dépenses invisibles, courses, goûters, cinéma, cantine, cours de danse et de piano. Qui penserait à demander une facture au club de karaté ? Que penserait-on d'une mère assez mesquine pour garder tous les tickets de spectacle ? Peut-on prouver qu'il n'a jamais payé une glace ou un goûter ? Les victimes sont des personnes généreuses, loin de penser à tous ces petits calculs. Par moments, elles repèrent la ladrerie et les mesquineries de leurs conjoints. Cela les navre. Elles croient montrer l'exemple en redoublant de générosité. Mais au moment de la séparation, la rapacité de leur ex apparaîtra au grand jour et leur donnera la nausée. Tout a été calculé dès le début. Il ne vous reste plus qu'à découvrir l'ampleur de l'escroquerie et à mesurer la profondeur de votre propre candeur. Un cas classique à en être décourageant. Nadine me consulte pour des angoisses. Elle habite chez son ami. Il est propriétaire de la maison qu'ils habitent et qu'ils retapent à deux. Ils y consacrent tout leur temps et tout leur argent. Je mets tout de suite les pieds dans le plat. Donc, votre salaire est englouti chaque mois dans la restauration d'un bien qui ne vous appartient pas. Si un jour vous vous quittez, il aura une belle maison bien retapée et vous... Eh bien, rien. Nadine s'indigne. Il n'est pas comme ça, nous nous aimons, je ne vais pas commencer à faire ce genre de calcul. Pourtant, c'est une réalité objective. Vous n'êtes pas marié, la maison est à son nom, vous n'avez pas pu mettre un sou de côté depuis des années. Vous n'avez même pas profité de cet argent pour voyager, ni même vous acheter des effets personnels. Si un jour vous ne vous aimez plus, les énormes sacrifices que vous faites aujourd'hui prendront un autre sens. C'est en fuyant cette réalité que vous vous créez des angoisses. Je lui raconte l'histoire d'une autre de mes clientes. Elle n'était pas mariée, même pas pacsée. Ils avaient un enfant en commun, elle croyait ce ciment suffisant. Son compagnon serait forcément toujours loyal et correct avec la mère de son enfant. Ils ont fait construire une maison sur un terrain qui appartenait à la famille de son compagnon. Elle ne s'est pas souciée de l'aspect juridique. Pour elle, c'était leur maison. C'est lorsqu'il l'a jetée dehors parce qu'il souhaitait se marier avec une autre qu'elle a découvert qu'elle n'avait aucun recours. Cette fois, j'ai pu faire œuvre de prévention. Nadine a réfléchi après notre entretien. Elle a compris les enjeux. C'est pourquoi elle a mis en route un projet immobilier personnel. Elle a acheté à son nom un appartement qu'elle a mis en location. Le projet s'autofinance et si un jour la relation s'arrête, elle aura un pied-à-terre pour l'accueillir. Ses angoisses ont bizarrement disparu. Son compagnon était-il de bonne foi ? Elle est persuadée que oui. Je pense au contraire qu'il faut avoir bien peu d'éthique pour laisser sa compagne dépenser de telles sommes uniquement pour l'embellissement d'un bien qui ne lui appartient pas. Une personne aussi cupide dans la période amoureuse ne risquera pas d'être plus généreuse au moment de la séparation. Alors il est temps pour vous de faire face à tous ces aspects matériels et pratiques. On ne vit pas de l'air du temps. Vous avez des enfants à nourrir, à loger et à habiller. Avec ce que vous avez lu en amont dans ces pages, vous devriez commencer à vous douter que vous ne pourrez guère compter sur votre conjoint tant que la justice ne l'y obligera pas. Un divorce ou une séparation avec enfant ne s'improvise pas. Nous allons faire un point le plus complet possible et explorer tous les aspects concernés par cette séparation de façon à anticiper.
Quand la procédure sera lancée, la guerre va démarrer. Il faut que vous ayez tout anticipé. Comme pour une évasion, il faut prévoir une planque ou mettre à l'abri les documents importants et ces objets précieux. Prévoir une somme d'argent suffisante pour survivre quelque temps. Se donner un point de chute fiable. Recenser les amis sûrs et mettre tout le monde sur le coup. Anticiper le pire. Une valise de fuite en sécurité chez un ami avec des vêtements, du linge, etc. Et surtout, donner le change pour que votre geôlier ne se doute de rien. Avant d'agir, il faut que vous soyez bien au clair avec la légalité. Que faut-il faire et aussi, surtout, ne pas faire? De quels documents aurez-vous besoin? De quoi votre conjoint peut-il vous accuser? Etc. J'aborde en détail tout ce qui concerne la mentalité avec laquelle il faut aborder la justice dans le chapitre suivant, mais je ne suis pas juriste. Les quelques données que je vous donne ne sont qu'à titre indicatif. Je remercie maître Stéphanie Drouet, avocate à Montpellier, d'avoir soigneusement supervisé tous les passages où j'aborde les aspects juridiques. Cependant, il est difficile de résumer en quelques pages tous les cas de figure possibles. Connaître, comprendre et appliquer la loi est avant tout du ressort d'un professionnel. Alors, au plus vite et avant toute démarche, voyez un avocat pour savoir à quoi vous attendre et ne faire aucun faux pas lors de la procédure. De plus, sachez que la présence d'un avocat est obligatoire en cas de divorce et fortement recommandée pour les séparations de couples non mariés. La liste des documents indispensables. Voici une liste non exhaustive des documents indispensables dont vous devrez disposer au moment du divorce. Mettez-en une copie en lieu sûr le plus tôt possible. Dès que le conflit sera déclaré, vous risquez de ne plus avoir accès à aucun de ces papiers. Bien sûr, pour certains documents, il resterait possible d'en obtenir une copie auprès des différents organismes concernés, notaires, banques, administration fiscale, mais ce serait long et fastidieux. D'autres documents seraient irrémédiablement hors de portée. Alors sachez anticiper. Faites des photocopies au moins sur les 12 derniers mois. Il vous faut le contrat de mariage ou le PACS, les relevés des comptes bancaires courants, les tableaux d'amortissement des crédits en cours, les contrats d'assurance vie ou les comptes épargne, les justificatifs en cas de donation familiale, les cartes grises des véhicules, les bulletins de salaire des deux époux ainsi que les preuves éventuelles d'avantages liés aux emplois, primes, intéressements, tickets restaurants, mutuelles, etc. Pour les non-salariés, bilan ou documents comptables, les avis d'imposition, impôt sur le revenu, impôt foncier, taxe d'habitation, le bail, les quittances de loyer et les charges d'habitation, les titres ou attestations de propriété des biens immobiliers du couple de l'un ou de l'autre, les factures de téléphone, de gaz, d'électricité, les factures d'achat importants, de réparation, de travaux, les assurances et mutuelles, le livret de famille, les passeports, les cartes d'identité et les cartes vitales, les certificats de scolarité des enfants, les justificatifs des dépenses d'entretien des enfants, frais de garde, école privée, cours particuliers, activités extrascolaires, les factures des objets personnels de valeur, les photos, courriers ou mails qui peuvent prouver un grief allégué contre votre conjoint, les attestations médicales, main courante ou plaintes que vous auriez pu déposer, ainsi que les attestations que vous aurez recueillies dans votre entourage. Quand je parle de lieu sûr, il ne s'agit bien évidemment pas d'un bas de placard ou d'un tiroir que votre conjoint aura tôt fait de découvrir en fouinant un peu, mais d'un lieu réellement hors de sa portée. Évitez le coffre de votre voiture, il peut en subtiliser les clés à tout moment. Trop souvent, mes clients arrivent en séance blafards et paniqués. Leur manipulateur a trouvé la planque, comme c'est étonnant, et ils n'ont plus aucun document ni aucun moyen d'y avoir accès. De surcroît, la découverte du butin a généré une scène très pénible. Alors ne soyez pas stupides. Idéalement, il faudrait confier ces papiers à un ami réellement sûr, inconnu de votre conjoint ou au moins capable de résister à ses pressions. Sinon, cachez-les à votre travail dans un placard fermé et à clé. Aujourd'hui, grâce au progrès technologique, tous ces documents peuvent être scannés et conservés sur une clé USB ou sur un site en ligne. Il en va de même pour vos objets personnels précieux. Dans sa rage d'être quitté, dans sa volonté de vous anéantir, le premier réflexe d'un manipulateur est de s'en prendre à vos objets personnels. Il va déchirer les photos, casser les CD, briser la vaisselle ou vider votre ordinateur.
Parfois, le saccage est complet. Les incendies volontaires semblent se multiplier au point que dans certaines régions, les enquêteurs vérifient avant tout s'il n'y a pas une procédure de divorce en cours en cas de sinistre. Parfois, le saccage est ciblé sur les objets que vous affectionnez le plus, le vase de votre grand-mère adorée par exemple. Parfois, il se veut symbolique, découper votre tête sur toutes les photos de famille. Il vous faut donc anticiper ces réactions. Faites des sauvegardes de tout ce qu'il y a d'important dans votre ordinateur et mettez-les à l'abri, puis réfléchissez. S'il y avait une tornade qui s'abatte sur votre habitation, qu'est-ce que vous voudriez impérativement sauver? La première brassière de votre enfant, certaines photos, un bijou? Mettez tout cela dans une petite mallette et confiez-la à un ami sûr. Les trésors de guerre. L'argent est le nerf de la guerre. Les manipulateurs le savent si bien qu'ils font en sorte de vous appauvrir, de vous assujettir, de vous aliéner financièrement, puis de vous surendetter quand vous les quittez. Sylvie vient me voir, pas encore très sûre que son mari est un manipulateur, ou plutôt ayant terriblement besoin de se faire confirmer pour oser bouger. Orthophoniste à la base, elle n'exerce plus son métier depuis 20 ans pour se consacrer à ses enfants. Son mari gagne très confortablement sa vie. Elle ne manque de rien mais n'a aucune marge de manœuvre financière. Elle loue un budget serré qu'elle met un point d'honneur à respecter. Depuis peu, il s'est entiché de la vie de châtelain. Il a acheté un domaine avec un château en ruine dans lequel il engloutit des sommes considérables en restauration des bâtiments. Je vois le piège. Effectivement, Sylvie me confirme que cette lubie l'a pris après qu'elle a parlé de séparation. Brusquement, il a créé une SCI dont elle est membre. Je la conjure de trouver au plus vite les moyens de se désolidariser de cette SCI, mais je sais déjà qu'elle ne s'en dépêtrera pas de sitôt. Ce château la ruinera et va la surendetter. C'est fait pour. Comment se constituer un trésor de guerre ? Il n'est pas simple de mettre de l'argent de côté dans une situation d'emprise. Pourtant, il est impératif de faire un point très précis de votre situation financière. C'est le moment de mettre le nez dans les comptes et surtout dans les siens. Vous allez faire de drôles de découvertes. Il faut prévoir une réserve pour tenir quelques mois en attendant d'obtenir une pension alimentaire. Ouvrez un compte personnel dans une autre banque et faites en sorte qu'il n'en sache rien. Effectuez régulièrement des versements discrets sur ce compte, donc en liquide ou par le biais d'un proche, jusqu'à avoir la somme nécessaire. Dès que ce sera possible, faites-y virer votre salaire. Cachez l'existence de ce compte à votre conjoint jusqu'à votre départ, mais faites connaître son existence à la justice lors de la liquidation du régime matrimonial pour ne pas être accusé de dissimulation. Il faudra aussi penser à révoquer les donations faites entre époux. Je vous recommande vivement de faire savoir à votre manipulateur qu'il n'y a plus de donation au dernier des vivants, ni d'assurance vie sur votre tête qui lui assurerait un capital si vous veniez à disparaître. En 20 ans, j'ai eu connaissance de suffisamment d'accidents et de suicides suspects pour envisager sérieusement que certains manipulateurs sont prêts à aller jusqu'au meurtre. Après des années de vie conjugale difficile, Sonia rayonnait. Elle venait de rencontrer l'homme qui lui donnait enfin la force de quitter son compagnon. Elle en parlait joyeusement à ses proches. Amoureuse et heureuse, elle devait rejoindre son amant dans les 48 heures quand brusquement, elle s'est suicidée en avalant des somnifères et en ouvrant le gaz. La lettre d'adieu qu'elle a laissée avait une écriture étrange et un contenu étonnant. Mais la police a bien conclu à un suicide. Sa famille n'y croit toujours pas. 15 jours après l'enterrement, le veuf est venu sonner chez les parents de Sonia pour réclamer la prime d'assurance vie. Dommage pour lui, l'assurance ne fonctionnait pas en cas de suicide. Il n'a rien touché. J'ai entendu parler de tant de Sonia. Si vous vous sentez menacé par l'attitude de votre conjoint et que vous le sentez capable d'aller jusqu'au cas extrémité, déposez une main courante à la police et ou un courrier chez un notaire parlant de vos peurs. Et surtout, faites-le savoir à votre conjoint. Prévenez-le qu'il aurait de ce fait de sacrés ennuis en cas de décès prématuré de votre part. Je suis sûre que cette précaution, que j'ai souvent recommandée, a réellement sauvé des vies. Certaines victimes m'ont confirmé que cette mise au point avait calmé net l'agressivité de leur manipulateur, qu'il avait mis sa haine en sourdine et qu'il se tenait à carreau depuis. Pour constituer votre trésor de guerre, sachez que vous pouvez légalement vider les comptes bancaires communs. D'ailleurs, votre manipulateur ne s'en privera pas si vous avez des scrupules à le faire. Cela fait en général partie des premiers actes que les manipulateurs posent. Ensuite, il faudra retirer toute délégation de signature ou procuration que vous auriez pu donner à votre conjoint sur vos différents comptes. Si vous avez un compte en commun,
Il est impossible de le fermer sans l'accord de votre conjoint. Bien évidemment, vous n'obtiendrez pas de sitôt celui d'un manipulateur. Vous savez bien, tout ce qui peut vous casser les pieds et vous obliger à rester en lien est irrésistible. Alors tout ce que vous pouvez faire est de paralyser ce compte en supprimant l'autorisation de découvert. S'il n'est pas possible de vous désolidariser de ce compte, demandez la double signature. Plus un seul mouvement ne pourra se faire sans votre permission. Essayez aussi, autant que vous le pouvez, de faire annuler chéquier, carte bancaire et prélèvements sur ce compte. Pour éviter les ennuis ultérieurs, vous avez tout intérêt à prendre les devants avec votre banque avec franchise. Informez-le ou la de votre situation. Confiez vos craintes que les choses ne se passent mal et faites appel à la vigilance. Confirmez tout ce que vous aurez dit par un courrier. Attention, jusqu'à ce que la procédure de divorce ait abouti, vous êtes co-responsable des dettes et découvertes que votre conjoint pourrait créer et assujetti au devoir de secours et d'assistance. Les biens communs. Au cours de la procédure de divorce, en fonction de votre contrat de mariage, vous allez devoir partager tous vos biens. Mobilier, appartements, villas, résidences secondaires ou éventuels immeubles de rapport. Dans ce domaine aussi, ne sous-estimez pas la capacité de nuisance et l'envie de vous spolier de votre conjoint. Il peut vendre, dissimuler ou détruire tout ou une partie de votre patrimoine. Idéalement, pour vous protéger avant de partir, demandez à un huissier de venir dresser un inventaire des biens et un constat de leur état. Des photos, des factures et des évaluations d'experts peuvent également être nécessaires pour prouver la valeur réelle de vos biens. Le cas de Philippe et de Valérie est édifiant. Dès leur mise en ménage, Philippe a fait pression sur Valérie pour qu'ils fassent ensemble un investissement immobilier. Il a tenu à acheter à deux appartements mitoyens. Il aurait été trop simple que chacun achète le sien. Quand Valérie a voulu le quitter, elle était copropriétaire de 2 appartements, un occupé par lui, l'autre impossible à habiter. Il la harcelait en continu. Il était également impossible de le louer sans l'accord de Philippe. Et bien sûr, il faisait sournoisement fuir tous les éventuels locataires. Valérie, endettée par un lourd crédit, ne pouvait payer un autre loyer. Bien joué. Beaucoup de mes clientes se sont fait piéger par l'achat commun d'un immeuble de rapport. Les loyers devaient rapporter des fortunes et rendre l'investissement très rentable. Dans la plupart des cas, l'entretien ou la réparation des locaux se révèle ruineux. Les baux de location sont inexistants. Les loyers ont été détournés et les locataires furieux en sont à faire des procès. Copropriétaires mais n'ayant jamais eu accès à la gestion du bien, les victimes auront néanmoins à rendre des comptes à la justice et à leurs locataires. Votre point de chute. Les manipulateurs ont des antennes. Quand ils sentent que leur proie commence à leur échapper, ils augmentent la pression. L'atmosphère peut vite devenir irrespirable. Il vous faut prévoir un point de chute pour le cas où les choses se gâtent. Trouvez des amis ou de la famille prêts à vous accueillir et à vous héberger momentanément ou plus durablement. Certains parents, pour sauver leurs enfants aux prises avec un pervers, ont acheté ou loué un appartement à leur nom afin qu'ils aient un refuge. C'est l'idéal, mais toutes les familles n'ont pas les moyens d'assister à ce point leur enfant adulte. Accepter d'être caution d'un loyer peut déjà beaucoup aider une victime. Mais attention à l'accusation d'abandon du domicile conjugal ou d'enlèvement d'enfants quand vous partirez. Il ne ratera pas une si belle occasion. Faites les choses dans les règles. Il y a des actes simples à poser pour contrer cette accusation. Si vous ne partez que quelques jours, juste pour souffler un peu, un simple échange de mails avec votre conjoint prouvera qu'il était au courant de ce déplacement. Si vous partez plus longtemps ou définitivement, déposez une main courante à la police ou à la gendarmerie disant que vous partez en précisant le lieu et la durée ou que vous partez définitivement avec l'intention d'engager une procédure de séparation dans les jours suivants. Ne partez pas sans prendre ces précautions. Si vous partez définitivement, ne partez surtout pas sans vos enfants. Enfin, ne vous faites pas hospitaliser en psychiatrie, même s'il vous rend dingue. Il n'attend que ça pour prouver à tous que vous êtes folle et incapable de vous occuper des enfants. Il faut partir et non le faire partir. Dans la majorité des cas, les victimes voudraient garder l'habitation principale et faire déménager leur manipulateur. En apparence, ce serait le plus simple et le plus juste. Il est plus normal de faire déménager une seule personne que plusieurs. En plus, c'est lui le problème. C'est à lui de partir. La victime épuisée et sans le sou ne se voit pas assumer un déménagement. En restant dans le logement familial, les enfants ne seront pas perturbés dans leurs habitudes. Ils garderont la même école, les mêmes copains. De plus, cette maison, c'est le seul signe extérieur de réussite dans la vie des victimes. Elles enragent de devoir la quitter. En bonne Cendrillon, la tête farcie de clichés sur la famille Ricoré, elle pense qu'il faut forcément un jardin aux enfants.
Déménager en appartement est alors vécu comme un échec et une régression. Pourtant, un appartement fonctionnel près de toute commodité est bien plus facile à vivre qu'une villa loin de tout, dont il faut assurer le lourd entretien. À moins que le bien immobilier que vous occupez ne soit le vôtre, partez. Les victimes qui ont choisi l'option de rester dans la maison familiale s'en sont vite mordus les doigts. Voici pourquoi. Un manipulateur est quasiment indélogeable. Il s'accroche à sa maison comme un chien à son panier et montre les crocs dès qu'on veut l'enchasser. Lors des divorces, statistiquement, les hommes restent propriétaires du bien immobilier ou le redeviennent très vite. Les femmes retournent à la location et se précarisent. Dans la majorité des cas que j'ai pu suivre, le manipulateur a gardé ou récupéré la maison familiale à terme. C'est son but dès le départ. Vous partirez les mains vides et il gardera tout. Quand il n'a pas lui-même l'argent pour acheter la part de sa compagne, le manipulateur met sa famille ou ses vieux parents à contribution. En général, sa famille cède et lui paye sa maison. Comme il s'agit de quelqu'un sans scrupules, un manipulateur est aussi tout à fait capable de trouver une nouvelle compagne à qui il fait très rapidement reprendre la part de crédit de son ex-épouse. Si, je vous l'assure, je l'ai vu fréquemment. Donc tôt ou tard, vous devrez déménager. Alors autant le faire tout de suite, car pendant le temps où vous allez occuper les lieux, comme c'est son panier à lui et qu'il se croit chez lui, votre conjoint passera son temps à revenir chez vous sous des prétextes futiles. Changez seulement les serrures ou signifiez-lui de s'abstenir de passer à l'improviste et vous allez provoquer une belle crise de rage. Si la justice vous attribue l'habitation principale, le temps où vous devrez cohabiter avant qu'il ne parte va être interminable et se faire dans une ambiance irrespirable. Entre le moment où vous assignez votre conjoint et le moment où se rend l'ordonnance de non-conciliation, il s'écoule en général entre 3 et 6 mois. L'ordonnance lui donnera 3 à 6 mois pour se trouver un logement. C'est normal, il faut laisser aux gens le temps de se retourner. La plupart des manipulateurs, dans la logique de cause toujours, feront semblant de chercher un logement, vous baladeront en vous faisant croire que la situation est sur le point de se débloquer et gagneront du temps dans l'espoir que vous vous rendormirez ou que vous vous découragiez de les virer. Ils passeront la date prévue pour tester vos limites, pleurnicheront qu'ils ne trouvent rien et vous obligeront à devenir brutal. Vous devrez signifier fermement une date butoir, changer les serrures et mettre ses affaires dans le garage. Et même dans certains cas, faire appel à la force publique pour les faire dégager. Et cela aussi prend du temps. Dans tous les cas, vis-à-vis de vos enfants, vous serez la méchante maman qui jette ce pauvre papa dehors. Ou le méchant papa qui jette cette pauvre maman dehors. Vous passerez d'autant plus pour quelqu'un de monstrueux auprès des proches et des voisins si vous avez dû avoir recours à des méthodes coercives. D'autre part, si c'est le manipulateur qui choisit son nouveau lieu d'habitation, il va le choisir de façon à vous pourrir la vie. Il s'installera par exemple dans votre rue, voire au bout du jardin. Je ne sais pas comment les manipulateurs se débrouillent, mais ils arrivent incroyablement souvent à dénicher le logement idéal pour vous surveiller de près. Votre ex passera son temps à vous épier, à vous tarabuster et à vous harceler et à perturber les enfants. Il voudra les voir quand ils sont avec vous et vous les refourguer quand il devrait les avoir. Vous le croiserez 10 fois par jour devant chez vous et à chaque fois les enfants voudront faire un bisou à papa et aller chez lui 5 minutes. De plus, il vous sera impossible de refaire votre vie avec un ex aussi omniprésent. Bref, ce sera l'enfer. Enfin, votre manipulateur pourra arguer de cette providentielle proximité pour demander la résidence alternée. L'aspect financier est à prendre soigneusement en considération. Quand un couple se sépare, celui qui garde la maison doit un loyer à l'autre, si c'est un bien commun ou en indivision entre les conjoints. De moins en moins de juges accordent l'occupation gratuite du domicile conjugal. Ce loyer s'aligne la plupart du temps sur la valeur locative en vigueur pour ce type de bien dans votre région. Pour une grande villa, il peut de ce fait être conséquent. Le piège est que ce loyer viendra en déduction de la part de l'occupant au moment du partage. C'est-à-dire que sur le moment, vous n'avez rien à payer. Ouf! Mais ces loyers s'additionnent silencieusement pendant des mois puis des années. La victime croit naïvement que la maison va vite être vendue et qu'avec sa part, elle rachètera quelque chose. Mais le manipulateur provoque l'enlisement. Les choses traînent, la maison ne se vend pas et se dégrade. Les mois se transforment en années, le prix de vente baisse. Pendant ce temps, vous payez sans y prêter attention. Le jour où vous quitterez les yeux, votre part sera devenue dérisoire. Cela vaut la peine de faire courageusement face aux chiffres. Par exemple, si le loyer que vous devez pour l'occupation de la maison est estimé à 1 500 € par mois, ce qui est une moyenne ordinaire pour un loyer de villa, vous perdez 18 000 € par an. Si la vente traîne sur 3 ans, vous aurez perdu 54 000 €. Et s'il arrive à faire traîner les choses sur plus de 10 ans, c'est vous qui lui devrez de l'argent.
Alors que si c'est votre manipulateur qui garde l'habitation principale, c'est lui qui vous devra un loyer et il sera de ce fait bien plus pressé de régulariser la situation. S'il fait traîner les choses, c'est vous qui gagnerez de l'argent. Il sera également plus calme parce que triomphant, il vous a mise dehors. Quand les victimes veulent rester dans la maison, elles ne réalisent pas l'impact sur leur quotidien de tous ces aspects. Elle ne réalise pas non plus le poids que représentera l'entretien d'une villa et de son jardin pour une personne seule. Alors soyez raisonnable, anticipez réalistement sur la suite des événements et choisissez le déménagement. Vous pourrez au moins contrôler la distance que vous mettez entre lui et vous. Faites le deuil de la vie en maison, trouvez un appartement sympa et sauvez-vous vite de votre cage dorée. Si vous n'avez aucun moyen financier pour louer un appartement, rencontrez vite une assistante sociale pour qu'elle vous aide à obtenir un logement social, le RSA et les allocations familiales. Votre travail. Nous l'avons vu, les manipulateurs font en sorte de vous appauvrir, de vous assujettir, de vous aliéner financièrement. Beaucoup de victimes ont subi des pressions jusqu'à ce qu'elles acceptent de rester au foyer. D'autres sont employées par leurs manipulateurs, officiellement à mi-temps pour limiter les charges, mais en réalité sans repos ni congé. D'autres enfin travaillent mais gagnent peu et payent presque tout pendant que le manipulateur thésaurise. Il arrive que le manipulateur soit lui-même sans emploi, vivant à vos crochets et donc susceptible d'obtenir une pension. Si vous ne travaillez pas, certains avocats risquent de vous recommander de rester au foyer pour obtenir une prestation compensatoire plus conséquente. Lorsqu'on a affaire à un manipulateur, c'est un mauvais calcul. Après vous avoir empêché de travailler toutes ces années, le manipulateur ira se plaindre auprès du juge qu'il vous entretient à ne rien faire depuis tant d'années que vous êtes de mauvaise volonté pour vous prendre en main. Habilement présenté, l'argument peut fonctionner. Par ailleurs, un manipulateur est un mauvais payeur. Cette prestation compensatoire lui restera en travers de la gorge. Il va se mettre en insolvabilité, créer des dettes, transférer son activité à l'étranger, planquer ses revenus. Vous risquez de ne jamais voir l'ombre de cette somme. Déjà, la pension pour les enfants sera difficile à obtenir. Au mieux restera-t-elle aléatoire, payée quand ça lui chante, et sa légitimité sera sans cesse contestée. Autant compter avant tout sur vous. De plus, travailler vous redonnera confiance en vous et vous permettra de sortir de votre huis clos asphyxiant. Si vous avez déjà un travail, attendez-vous à du sabotage. Il peut venir vous faire des scènes à votre bureau, vous harceler sur le parking ou au téléphone, vous mettre délibérément en retard, vous stresser pour que vous arriviez à votre travail bouleversé. J'ai vu des manipulateurs téléphoner au patron de leur conjoint pour le discréditer ou déverser leur haine. Si vous êtes patron de votre activité ou en libéral et si vous n'avez pas mis en place les protections juridiques adéquates, il vous fera vendre votre outil de travail. C'est dans la logique de ce non-droit à l'existence. Si c'est le cas, lâchez prise. C'est en amont qu'il fallait être vigilant. Vous ne vous êtes pas protégé. Tant pis pour vous. Ce sera le prix de la leçon. Vendez tout. Même pas mal, même pas peur. Vous rebâtirez votre activité autrement, beaucoup mieux, en ayant beaucoup appris, quand il n'aura plus le pouvoir de vous nuire. C'est uniquement quand vous aurez fait le tour de tous ces aspects et mis en place toutes les protections dont vous avez besoin que vous pourrez envisager de partir. En attendant, il va falloir se taire, dissimuler vos sentiments et feindre l'entente ordinaire, c'est-à-dire continuer à lui faire des scènes et de faire semblant de réagir à ses provocations. Il faut aussi esquiver toutes ces tentatives pour vous tirer les vers du nez, apprendre à être évasive. Toutes ces techniques de contre-manipulation sont décrites dans mon précédent livre « Échapper aux manipulateurs ». Vous pouvez aussi, pour compléter, lire un autre de mes livres, « S'affirmer et oser dire non ». On ne prévient pas le geôlier de son évasion. Si vous devez rester au domicile conjugal jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, prévenez le plus tard possible qu'il va recevoir la requête de divorce. Puis faites le dos rond sous leur rage. Inutile de discutailler des heures. Tout a été dit depuis fort longtemps. Dites-lui en boucle que votre décision est prise, que vous ne changerez plus d'avis et que vous ne l'aimez plus. C'est ce qui s'appelle faire le disque rayé. Ma décision est prise, je ne changerai pas d'avis, je ne t'aime plus. Ma décision est prise, je ne changerai pas d'avis, je ne t'aime plus. Et successivement. S'il jure de changer, dites-lui que c'est trop tard puisque votre décision est prise, que vous ne changerez pas d'avis et que vous ne l'aimez plus. Pour le reste, gérez toutes ces attaques avec les phrases magiques dont je vous ai parlé. Si tu le dis, c'est ton avis, tu as le droit de le croire et personne n'est parfait. Puis revenez à votre disque rayé. À aucun moment vous ne devez vous laisser embarquer dans une discussion qui sera forcément oiseuse.
Vous savez maintenant que les réactions des manipulateurs peuvent être dangereuses quand vous annoncez la séparation. Il faut évaluer objectivement la dangerosité de votre futur ex. Avoir tout préparé en amont et mis à l'abri l'essentiel est une sage précaution. Puis se pose la question de leur dire en face que vous partez ou de leur téléphoner la nouvelle une fois l'évasion réalisée. Il n'y a rien de lâche à se protéger si sa réaction doit être violente. Christine en est à sa 3e tentative de séparation. La première fois, elle lui a dit en face et il l'a battue. La 2e fois, elle lui a dit par téléphone et il l'a menacée de mort. Elle a eu tellement peur qu'elle est rentrée aussitôt. Jamais elle n'a porté plainte, malgré les nombreuses roustes qu'elle a prises. Sans certificat médical, difficile de déposer une plainte crédible. Je lui recommande vivement d'aller néanmoins déposer une main courante, puis de lui annoncer la rupture par téléphone depuis la gendarmerie en présence des gendarmes, pour qu'ils puissent entendre sa réaction. Les gendarmes et policiers étant assermentés, leur constat est la meilleure des preuves. De plus, normalement, un pervers se calme très vite en face des forces de l'ordre, et il tient trop à son image pour se montrer tel qu'il est devant un public. Aux dernières nouvelles, Christine avait encore trop peur pour faire ce que je lui ai conseillé. Un jour, son conjoint l'a suivie jusqu'à mon cabinet et lui a fait une scène épouvantable quand elle en est sortie. Depuis, elle n'ose plus venir en séance. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Son compagnon est un chirurgien réputé sur leur région. Seule Christine connaît son vrai visage. Dans d'autres cas, les victimes haussent les épaules découragées d'avance. Porter plainte? Déposer les mains courantes? À quoi bon? Il est pote avec tous les policiers du coin. Il faut réaliser que cette situation perdure avec votre permission, chère victime. Tant que vous protégerez l'image de votre manipulateur par votre silence et que vous participerez à la mystification, il pourra faire illusion. Quand les policiers du coin sauront ce qu'il fait dans l'intimité, le regard qu'ils ont sur leur pote changera. Pour mettre de votre côté toutes les chances de réussir votre évasion, il faut aussi que vous compreniez bien comment fonctionne l'appareil judiciaire. C'est ce que je vous propose de découvrir dans le chapitre suivant.